Bonsoir ou bonjour selon où vous êtes pour cette nouvelle émission de Maghreb également de Maghreb Intelligence. Vous le savez, l'actualité a été marquée cette fin de semaine, vendredi, plus exactement 19 mars, par une accélération de l'histoire. Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, Premier ministre socialiste, patron du PSOE, a adressé un message au palais royal, au roi Mohamed VI du Maroc, où il dit l'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc et précise qu'à ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie présentée. On n'entend rien. On n'entend pas, non? Non, on n'entend pas. Il y a Il y quoi, avait une Abdo? coupure de son. Ah, il y avait une coupure de son. Abdo, Vas-y. Karim, Oui, là on vous ok. entend. Là, on vous entend. là vous m'entendez. Alors, donc, je disais, tout le monde m'entend? Oui, Oui, ça va. Ça va. Alors, donc, je disais qu'il y a eu cette accélération de l'histoire où le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, déclarait que le plan d'autonomie marocain était la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara. On sait qu'on n'en est pas arrivé là d'un coup de baguette magique. En août 2021, il y avait d'abord une année de crise, puis en août 2021, dans son discours à l'occasion de la révolution du peuple du roi, le roi Mohamed VI déjà annoncé travailler dans le calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité avec les Espagnols dans des discussions qu'il supervisait et suivait lui-même en personne. Et il disait, le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. En janvier 2011, c'est le roi Philippe VI d'Espagne qui souligne la nécessité pour les deux pays de commencer à marcher ensemble et de construire la nouvelle relation sur des piliers plus forts et solides. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, c'est encore Pedro Sánchez qui dit dans une déclaration partager les déclarations du chef d'État sur le Maroc. Le chef d'État étant bien sûr ici le roi Philippe VI d'Espagne. Pour en parler aujourd'hui avec nous depuis Paris, Abdou Sammar, directeur d'Algérie Pat, ici à Rabat, Karim Douichi de Maghreb Intelligence et invité spécial et particulier, Gustavo de Arstegui, je n'ai pas écorché votre nom. C'est parfait. Hein, ancien ambassadeur, politicien et diplomate espagnol, spécialiste en géopolitique du monde arabe et musulman. Gustavo a bien connu pour y avoir été diplomate la Jordanie, l'Irak et la Libye. Il a également été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, porte-parole aux affaires étrangères du groupe Parti Populaire au Parlement espagnol. Et enfin, ambassadeur d'Espagne en Inde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Gustavo de Arestegui, pardonnez-moi, je commence par vous. Comment expliquez-vous cette évolution du gouvernement espagnol? Je crois vraiment que tout le monde a voulu mettre l'accent sur le fait que c'était une nouveauté par rapport à la position des différents gouvernements espagnols. Quand en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que les différents gouvernements espagnols disaient en privé a été dit enfin en public. Vous dites que, bien sûr, le plan d'autonomie a été lancé en 2007. La première réunion d'autre niveau, les sommets entre les gouvernements du Maroc et les gouvernements d'Espagne de 2008, là déjà, le gouvernement de M. Zapatero avait souligné d'une manière très claire que l'Espagne reconnaissait que les efforts du Maroc pour résoudre la crise du Sahara étaient sérieux, crédibles et viables. Et cette position a été également réitérée par le gouvernement de Mariano Rajoy dans la RAN, la réunion de niveau de juin 2015.
Alors, en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que il y avait une frustration, si vous voulez, quelque part, de la part des Marocains, parce que, en effet, la réelle politique espagnole et les faits que l'Espagne agissait comme un partenaire réel et crédible du Maroc dans tant de domaines, et on va revenir sur ça, n'était pas accompagné par des déclarations aussi, si vous voulez, solides que les actions d'Espagne. Aussi clair. Aussi clair, voilà. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que les Maroc et l'Espagne sont extrêmement interdépendantes. Le Maroc exporte 2/3 de ses produits à l'Union européenne. 42% de ces produits qui sont exportés à l'Union européenne sont exportés à l'Espagne. L'Espagne est le premier partenaire commercial et investisseur du Maroc, beaucoup plus important que la France ou les États-Unis. Qui est deuxième. Exactement. Alors, en plus, l'Espagne a la deuxième communauté marocaine la plus grande au monde, si on ne compte pas les Marocains qui sont déjà nationalisés espagnols. Si vous comptez ça, on est en train de parler d'une communauté d'1,5 million de Marocains en Espagne. En Espagne. Et qui ne sont pas tous des électeurs, sont tous des électeurs un peu éparpillés dans les spectres politiques. Alors, comme je vous dis, aujourd'hui, la plus grande présence du réseau des écoles espagnoles au monde est au Maroc, avec 13 écoles. On a l'un des plus grands réseaux de consulats au monde. On a le plus grand réseau de centres Cervantes au monde. L'ambassade d'Espagne au Maroc est la plus grande que l'Espagne a au monde. Les intérêts, l'interdépendance industrielle, vous serez étonné d'apprendre que l'exportation mutuelle, c'est surtout des produits industriels. Donc il y a de fortes relations commerciales et économiques, on le sait ça, depuis que le gouvernement Justo avait décidé, déjà avant 2002, de donner un coup de fouet au rapport économique entre les deux pays, justement, pour qu'on puisse transcender les problèmes culturels et, disons, historiques qui freinaient le rapport maroco-espagnol. Cela dit, j'aimerais bien savoir, c'est bien d'avoir des positions, de dire que nous sommes avec les Nations Unies, les résolutions des Nations Unies mutuellement acceptables par toutes les parties, et de dire le plan d'autonomie est la base la plus viable, la plus sérieuse et crédible. Il y a une nuance, et de le dire publiquement, plus parce que justement l'une des choses-là que reprochait le Maroc à l'Espagne, c'est un certain double langage. C'est de dire en aparté une position qui soutient le Maroc, et publiquement ça ne se manifestait pas. Alors j'aimerais savoir pourquoi, enfin on aimerait savoir, les spectateurs aimeraient savoir, et les auditeurs, pourquoi ce passage, est-ce qu'il a fallu cette grande crise d'une année pour qu'enfin le gouvernement espagnol se convainque de prendre position publiquement? Ce que je peux vous dire, c'est que certainement, il faut comprendre une chose. C'est une évolution de la position, si vous voulez, publique de l'Espagne, pas des actions des différents gouvernements espagnols, parce que les temps ont changé. Il y a une évolution sur tous les plans. Il y a une évolution, les voisinages du Maroc est devenu plus dangereux. Le Maroc et l'Algérie, d'ailleurs, sont devenus l'avant-garde de la lutte contre le djihadisme au monde, aujourd'hui. L'Algérie a payé cher, avec les sangs de milliers et des milliers et des milliers d'Algériens 200 000 officiellement. Oui, 200 000 officiellement qui ont été, qui sont victimes de la violence du terrorisme djihadiste. Et ça, c'est quelque chose que on doit tous remercier aux Algériens, parce qu'ils étaient, quand personne ne croyait que ça c'était la plus grande menace pour le monde, quand eux, ils ont contre tout et contre tous mené cette guerre qui n'était pas seulement pour se défendre eux, mais pour défendre tous les autres. Alors, ceci dit, je vous dis que il y a bien sûr la criminalité organisée, il y a les trafics d'êtres humains, les trafics de drogue, les trafics d'armes, qui est basé de plus en plus au Sahel. Alors,
croyez-moi, l'analyse qu'ils font, par exemple, les pays les plus importants du monde, disons les pays membres du Conseil de sécurité, les membres permanents du Conseil de sécurité, il y a de 5, 3 qui ont manifesté d'une manière très claire qu'ils ne croient pas à la convenance pour la stabilité et la sécurité du monde d'un Sahara indépendant. Et les autres deux, la Chine et la Russie, l'ont dit d'une manière, si vous voulez, plus nuancée et plus... Même si la Chine a dit aujourd'hui qu'eux, ils y tiennent à la formule des Nations Unies. En tout cas, un Sahara indépendant, si jamais ça aurait pu arriver, et je ne le crois, ça aurait été certainement un État en faillite, un État en implosion, un État dominé par qui déstabiliserait un peu plus la région. Tout à fait. Abdou Samar, j'imagine que l'attitude espagnole, c'est pas que j'imagine, je sais, de par ces déclarations, que la position espagnole n'a pas beaucoup fait plaisir à Alger. Oui, mais elle n'a pas été une surprise pour Alger. Hein. Alger, elle ment quand elle dit qu'elle était surprise, qu'elle était choquée par le revirement de la situation, le revirement de la position de l'Espagne, quand elle rappelle son ambassadeur, tout ça, c'est une mise en scène. Moi, mes informations, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources. Le Madrid a consulté Alger, enfin l'a informé plutôt, l'avait averti de l'évolution qu'elle devait rendre publique au niveau de sa position vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. Et l'Espagne avait argumenté, elle a expliqué à Alger clairement que les tensions géopolitiques maintenant avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie ont changé la donne, que